Les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une histoire française. Vous en avez sûrement entendu parler il y a une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines, ça dépend quand sort cette vidéo. Aux infos sur les réseaux sociaux, c'est l'histoire du tueur au visage grêlé ou plus simplement le grêlé. Je tiens à m'excuser d'avance si je dis mal des noms ou des prénoms, je vais faire de mon mieux. Cette histoire commence en mai 1986 lorsque Cécile Bosch part à l'école le matin et rentre manger seule le midi. Sa maman a pour habitude à ce moment-là de l'appeler pour savoir si tout va bien, sauf que Cécile ne répond pas. Cécile répond toujours au téléphone, elle a l'habitude de rentrer manger donc elle a l'habitude de répondre au téléphone pour dire oui c'est bon maman tout va bien. Sa mère du coup c'est pas normal, elle s'inquiète. Elle décide donc d'appeler le collège où est Cécile pour savoir si elle va bien, si elle n'est pas malade, si elle est venue en cours le matin et si elle est restée au collège le midi. Et là le collège lui dit bah votre fille n'est pas venue en cours ce matin. Donc là c'est la panique à bord. Où est Cécile? Le père décide donc de faire le chemin inverse, donc le chemin que Cécile doit faire le matin seule pour aller au collège. Il le fait, il demande à tous les commerçants sur le chemin s'ils n'ont pas vu une fille passer ce matin, mais rien. Personne n'a vu Cécile sur le chemin de l'école. Vers 15h au 3e sous-sol de l'immeuble, le corps de la petite fille est retrouvé sans vie. Les policiers relèvent 2 traces de strangulation et une plaie abdominale à l'arme blanche. De l'ADN est retrouvé sur le lieu du crime. Je vais pas vous dire tout de suite à qui est l'ADN, sinon c'est trop facile. En 1987, un double meurtre est découvert. Il s'agit de Gilles Politi, 38 ans, et de Irmgard Müller, 20 ans. Ils sont retrouvés tous les deux dans le marais de Paris. Irmgard Müller est une jeune fille au père allemande. Elle est retrouvée les bras attachés en croix et une corde autour du cou. Jim Politi était quant à lui la famille qui accueillait Irmgard. Il est retrouvé mort étouffé à l'aide d'un tisonnier. Un tisonnier c'est ça. L'ADN retrouvé sur les corps des victimes est similaire à l'ADN retrouvé sur le corps de Cécile. De plus, les traces de strangulation sont les mêmes. C'est-à-dire que 3 personnes ont été tuées de la même façon par le même homme, puisque c'est le même mode opératoire, c'est le même ADN. Donc là, c'est une certitude. Un homme a tué 3 personnes dans la banlieue parisienne. Mais on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi il fait ça, on n'en sait pas plus. Comme je vous disais, ce tueur, il est inconnu. On ne sait absolument rien de lui. On sait juste que des témoins l'ont vu sur les différentes scènes du crime. Ils ont décrit un homme grand, âgé d'une vingtaine d'années, dont la peau présente des traces d'acné ou alors de variole. D'où son surnom, le grêlé. Mais toujours rien sur qui est le grêlé. Pourtant on a de l'ADN. L'ADN c'est la chose la plus importante quand il se passe des crimes, mais là on a toujours rien. Vous devez vous dire, c'est pourtant facile, on a qu'à comparer tous les ADN de tous les Français, si c'est un Français, espérons que c'est un Français, et juste dire ben c'est lui. Mais rappelez-vous, on est en 1987, il n'a pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui de 1, et de 2, il y a peut-être quelque chose qu'on va apprendre en fin de vidéo qui a pu fausser les tests ADN. On apprendra par la suite malheureusement que le grêlé est aussi un violeur, puisqu'il y a 6 viols, en tout cas reconnus malheureusement, de lui, donc la même description physique et le même ADN retrouvé sur les corps. Donc là le grêlé a fait en peu de temps 4 meurtres et 6 viols, en tout cas reconnus, parce qu'il peut en avoir fait d'autres qu'on ne sait pas encore et qu'on ne saura peut-être jamais. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de François Vérove, 59 ans. Il est né en 1962 à Gravelines, dans le Nord. Le vendredi 24 septembre 2021, François reçoit un appel d'une policière de la DTPJ, donc Direction Territoriale de la Police Judiciaire. Dans son appel, elle le convoque pour un simple test ADN le mercredi suivant, donc le mercredi 29 septembre 2021. Arrive le jour de la convocation, François Vérove ne se présente pas. Les policiers décident donc d'aller voir à son domicile. Arrivé au Gros du Roi, dans le Gard, donc au logement de François Vérove, il découvre qu'il est mort. Il s'est suicidé en prenant des médicaments. Sur le lieu du suicide, les policiers ne découvrent pas juste un corps, ils découvrent également une lettre. Cette lettre n'est malheureusement pas rendue publique, en tout cas je ne l'ai pas trouvée, mais dans différents articles que j'ai lus, il y a beaucoup d'informations
informations qui sont données, donc je vais vous les dire. Cette lettre, elle est remplie de détails. Dans cette lettre, il explique avoir tué des gens, il donne des dates et avoue à sa femme qu'elle avait raison, qu'elle avait bien senti que plus jeune, il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Sa femme apparemment avait vu que quand il était jeune, il était un petit peu bizarre. Dans cette lettre, François Vérove avoue autre chose, quelque chose de très important. Il avoue être le grêlé, d'après lui, parce que on ne sait toujours pas à ce moment de l'histoire si c'est vraiment le grêlé ou pas. Peut-être qu'il dit ça, mais en vrai non, c'est arrivé beaucoup de fois. Disons que François Vérove est le grêlé. Dans sa lettre, du coup, il explique également que ces actes ont été dictés par des pulsions. Alors d'où viennent ces pulsions? Est-ce qu'elles ont un lien avec une enfance particulièrement difficile? Parce que généralement, quand on a une enfance plutôt sympathique, on n'a pas des pulsions à tuer ou violer des personnes. Toujours dans l'optique que François Vérove est le grêlé, là je précise que tout ce que je vais raconter c'est si il est vraiment le grêlé, c'est ce qu'il a expliqué dans ses lettres. Il promet également à ses proches qu'il aurait arrêté ses crimes après avoir fondé une famille, il a eu 2 enfants, ce qui l'aurait apaisé, ce qui l'aurait stabilisé pour ses enfants et pour sa femme. Vrai ou faux, on ne sait pas. Certains pensent qu'il dit vrai. Une femme, des enfants ou un mari peuvent apaiser une personne, mais croire quelqu'un qui a menti énormément de fois dans sa vie, puisque si on part du principe que c'est le grêlé, rappelez-vous, dans la description de l'homme, il avait une vingtaine d'années. Là, il en a 59 ans. Ça veut dire qu'il a menti pendant énormément de temps. Donc comment croire à un peut-être, un supposé meurtrier et violeur? D'autres personnes ne le croient pas. Ils disent c'est faux, c'est sûr qu'il a fait d'autres meurtres, notamment à cause de son mode opératoire. Le grêlé a un mode opératoire très particulier, c'est la technique dite du garrot espagnol ou le lacet étrangleur. Comme je vous ai dit plus tôt, les victimes qui ont été retrouvées, elles ont été retrouvées avec des cordes autour du cou. Karine, elle, tuée en 1994 à Meaux alors qu'elle n'avait que 19 ans, a été tuée de la même façon que les 3 précédentes victimes. Donc est-ce que c'est tout simplement un hasard et malheureusement elle a été tuée comme les autres victimes, ou est-ce que c'est le grêlé qui a encore frappé, mais cette fois-ci on n'a pas retrouvé d'ADN et peut-être qu'il s'est un petit peu plus protégé. La juge d'instruction qui mène le dossier, elle va lancer une enquête sur François Vérove de sa naissance à Gravelines dans le Nord jusqu'à sa vie dans l'Hérault, donc jusqu'à sa mort. Bon, il est retrouvé mort dans le Gard, mais c'est qu'il avait pris un logement d'appoint. Cette enquête en fait elle permettra de recenser tous les cold cases touchant la région et en fait de voir si ça aurait pu être le grêlé qui les a fait. Donc en fait cette enquête elle va permettre de voir si le grêlé a fait plus de meurtres qu'il le dit dans sa lettre et de voir si il a fait plus de viols aussi. Maintenant rappelez-vous des tests ADN. Tout à l'heure je vous ai dit que c'était pas sûr que ce soit François qui était le grêlé. J'ai laissé un petit peu de suspense mais je pense que vous vous en êtes douté. Les tests ADN ont été comparés, donc l'ADN retrouvé sur la lettre écrite et l'ADN retrouvé sur les 3 meurtres et les différents viols, et François Vérove est bel et bien le grêlé. Et là vous vous dites les tests ADN, on repart sur pourquoi les tests ADN n'ont pas été faits plus tôt. Alors il y a une petite information que je vous ai pas dit sur la vie de François Vérove exprès, c'est que François Vérove était un ancien gendarme. Donc les tests ADN, est-ce qu'ils ont été faussés par François ou est-ce que vraiment police nationale n'avait pas assez de budget pour tout comparer? Certaines personnes de la police disent avoir eu des soupçons sur le fait que ce soit un gendarme ou un ancien gendarme qui fasse ces meurtres. François Vérove n'a pas du tout été discret puisqu'il a quand même laissé son ADN, donc je pense qu'on aurait pu le retrouver bien plus tôt que longtemps comme ça après. Maintenant qu'on sait que c'est vraiment lui à 100%, il explique aussi dans sa lettre qu'il a décidé de se suicider parce qu'il sentait qu'il allait être pris au piège. La police l'appelle pour soi-disant un simple test ADN, mais lui savait très bien que ce n'était pas juste un simple ADN, c'est que si il allait faire son test ADN, il allait directement en prison. Donc il a préféré se suicider, déjà pour lui, je pense qu'il voulait pas vivre la prison et aussi pour pas que sa femme et ses enfants souffrent de cette histoire. À part l'affaire Grégory, c'était l'énigme majeure en France. C'était la plus longue traque de France. Une traque de 35 ans. 35 ans à chercher le grêlé. 35 ans de traque qui s'est terminée le mercredi 29 septembre 2021. Entre guillemets, à cause d'un suicide. Franchement, les
familles des victimes, elles doivent être frustrées parce que généralement dans ces cas-là, on veut voir le meurtrier de nos enfants, de nos compagnons, de nos parents s'ils ont des enfants, mourir en prison, on veut les voir souffrir en prison. Et malheureusement, comme Michel Fourniret, il emporte avec lui tous ses secrets dans sa tombe. Du coup voilà, je vous ai raconté la plus longue traque de France, 35 ans. C'est énorme je trouve. Je pense ne pas avoir appris grand chose si vous avez regardé cette histoire aux informations ou sur les réseaux sociaux. Mais ça m'a fait plaisir de la raconter, en tout cas moi j'adore les histoires comme ça. Si cette vidéo vous a plu, tant mieux. Si elle ne vous a pas plu, ben tant pis. Au revoir.